Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Franck Tucker Eban. Bienvenue à notre émission Horizon d'Afrique, où nous abordons la question africaine sans langue de bois. En effet, dans cette émission, nous allons discuter de tout ce qui a rapport avec l'Afrique en général, tout ce qui a rapport avec l'homme noir vu de la perception de la diaspora. Et aujourd'hui, donc, j'ai deux invités à mes côtés. Nous allons discuter avec M. François Nyambi, qui est expert comptable basé au Nebraska, aux États-Unis, et également M. Panka Bayena, économiste basé également ici au Nebraska. Bonsoir François. Bonsoir M. Franck. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Très bien, merci. Et monsieur Panka, vous allez bien? Je vais bien. Merci, bienvenue ce soir. Bien. D'accord. Alors donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons discuter d'une question assez pertinente. Le monde a expérimenté, a un peu partagé avec nous une peine, un problème d'actualité qui touche éventuellement les communautés africaines, les communautés noires par la diaspora. Nous avons donc discuté du mouvement Black Lives Matter. Monsieur François Nyambi, comment pouvez-vous définir le mouvement Black Lives Matter vu de la perception africaine dans la diaspora? Merci. Avant tout propos, je tiens à remercier pour cette opportunité qui nous permet d'apporter notre regard sur cette question qui est devenue très épineuse et qui a pris de court tout le monde. Oui. Donc, le mouvement Black Lives Matter, c'est quoi? C'est un mouvement de défense des droits des Noirs en Amérique. Oui. Et ce mouvement-là est né pourquoi? Parce qu'il y a eu une injustice qui a été commise. Injustice où un blanc a tiré sur un noir qui s'appelait Martin Trayvon et il est mort. Quand il est mort, la justice s'est saisie du dossier. Oui. Et à la fin, on a trouvé qu'il fallait acquitter le blanc sous prétexte que c'était légitime défense. Oui. Donc c'est à la suite de ça qu'une activiste noire, je peux le dire, un peu radicale, avait lancé le terme Black Lives Matter et elle a été rejointe par une seconde dont le nom, ça doit être, bon, j'oublie le nom comme ça. Bon. Et c'est suite à ça que le mouvement a commencé à se mettre petit à petit en marche jusqu'à ce qu'il ne prenne l'ampleur mondiale qu'il a eu à la suite du mouvement et de l'événement vraiment douloureux et frustrant où nous avons assisté à un blanc, genou sur le cou d'un noir, suppliant de lui laisser respirer et qui malheureusement, il n'a pas donné suite jusqu'à ce que nous perdons notre cher frère Floyd. Bon, je crois que voilà ce que je peux dire en grosso modo en ce qui concerne le mouvement Black Lives Matter. François, merci. Alors très rapidement, M. Panka, il va de soi de dire qu'effectivement, le mouvement Black Lives Matter a touché un peu le monde. Il est parti des États-Unis. On a vu des événements à travers l'Europe, à travers le continent africain. Je suis assez intéressé de savoir quel est votre sentiment en tant qu'économiste, en tant qu'Africain, dans la diaspora, vivant ici au Nebraska. Quel sentiment vous éprouve le mouvement Black Lives Matter? Bon, avant toute chose, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir donc associé à cette réflexion, à cet échange sur la question raciale aux États-Unis et dans le monde. Bon, mon sentiment sur ce mouvement en question, mais avant que je n'y arrive, mais il me semble indiquer de planter le décor historique, bien sûr, effectivement, de la problématique raciale. Bon, nous savons que durant 3 siècles et demi de déportation massive des Africains et de leur mise en esclavage en Amérique du Nord et un peu partout en Europe, bon, une caractéristique s'est imposée et se développera ensuite jusqu'à devenir un élément culturel. Cette caractéristique, c'est quoi? C'est l'éviction, l'exclusion de l'homme noir de la famille humaine. Et cette éviction de l'homme noir de la famille humaine, d'un groupe de la famille humaine, entraîne nécessairement son anéantissement, son bannissement, puisqu'il est supposé appartenir à une autre espèce. Bon, ceci
a été une constante durant le génocide afro-américain en Amérique du Nord. Et ceci, il faut le dire, c'est les Blancs qui ont donc conçu la hiérarchisation des races. Ils ont toujours considéré que l'homme était tout juste au milieu entre l'animal et l'homme. L'homme, c'était le blanc. Donc, et l'animal est l'animal, et puis bon, l'homme est l'intermédiaire, donc il est inférieur, c'est une race inférieure. Donc, alors, je dois dire qu'en 1865, la puissance française promulgua d'ailleurs une codification de l'éviction du noir de l'espèce humaine. Oui. Et sa réduction en esclavage. Et puis, un effort vraiment fut déployé pour enraciner dans les esprits la conviction de l'infériorité de la race noire. Et ça, nous pouvons donc comprendre aujourd'hui qu'avec les meurtres afro-américains auxquels nous assistons aujourd'hui, et plongent leurs racines dans l'univers concentrationnaire d'Amérique du Nord, au temps de l'esclavage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. Donc, ceci étant dit, ce mouvement, Black Lives Matter, mais qui est né en 2013, bon, après l'acquittement de George Zimmerman, et qui a tué Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans. Et là, donc, c'est de là où est parti, donc, effectivement, ce mouvement. Mais qui a été, donc, et qui est le fait d'une, comme il l'a dit, d'une activiste noire qui s'appelle Alicia Garcia. Et immédiatement, quand elle a dit ceci. Personne noire, je vous aime. Je nous aime. Et nos vies comptent. Et immédiatement, une autre africaine, enfin une autre noire, enfin une autre activiste femme, lui répond en disant Black Lives Matter. Les vies des Noirs comptent. Les vies noires comptent. Exact. Donc c'est de là où partit ce mouvement-là, qui a été appuyé par d'autres activistes tels que Opal Tometi, qui est aussi un leader d'un groupe de défense des droits des immigrants. Et ça, et pour définir effectivement ce que c'est que Black Lives Matter, ce n'est pas un mouvement raciste. Ce n'est pas un mouvement raciste, c'est un mouvement de défense des droits civiques. Il prône la dignité, la justice et la liberté. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Monsieur Panka Gabriel, merci encore pour votre intervention à ce sujet. Alors François, très rapidement, en termes d'impact, d'accord, nous avons observé que le mouvement Black Lives Matter, éventuellement aux États-Unis, a entraîné une suite de législation qui en fait demandée par le public américain. En tant qu'Africain, sur le continent africain, quel impact pensez-vous que le mouvement Black Lives Matter aura eu sur le continent africain? Très bien pour cette question. Vraiment, je ne peux cesser de vous remercier pour cette question. Elle est très bienvenue. Comme le thème le dit, diaspora africaine, regard sur le mouvement Black Lives Matter. Donc, quel est notre regard sur cet aspect? Parce qu'avant tout, quand on parle de Black, on parle de nous. OK? Et le problème dont on parle n'est pas que américain. Nous le vivons sur nos sols même. Donc, ce que nous avons constaté, il y a eu partout les mouvements. Jusqu'aujourd'hui, on a 40 mouvements qui sont affiliés à ce groupe-là, qui font la défense des droits de l'homme noir. Mais chez nous, ce que j'ai constaté, je n'ai rien observé. Du moins, mouvement de sympathie, un mouvement pour soutenir le truc, alors que nous devions nous approprier de cette action. Ça, c'est mon point de vue. François, que pensez-vous puisse expliquer, si on va dire ça, cette indifférence remarquée du côté des dirigeants africains, enfin du continent? Comment expliquer ça? À mon point de vue, c'est que si je regarde, quand nous allons parler de la traite négrière, comme nous le disons, quand le blanc était venu pour acheter nos ancêtres, le phénomène existait dans la société africaine, OK, où il y avait les esclaves parmi les noirs. Donc,
le débouché est arrivé, c'est ça qui a expliqué que ça a pris des proportions. Oui. Donc je veux dire que nous-mêmes les Noirs, aujourd'hui si vous regardez, le problème, quand on dit que le Togo a un problème, pour le Béninois qui est frontalier, il ne comprend pas que la déstabilisation de la société togolaise lui incombe. Oui. Donc nous avons souvent la tendance de voir nous dissocier des problèmes des autres, Oui. voir les problèmes des nôtres par rapport aux autres. Ça, c'est mon point de vue. Oui. Donc, alors que, et ce n'est pas que les dirigeants, hein, Oui. nous-mêmes, nous sommes responsables. Oui. Donc, il faut voir que dans ces mouvements, nous étions combien dedans? Nous, en tant que de la diaspora. Et j'ai été sidéré d'entendre quelqu'un dire qu'il y a certains de nos frères qui se retrouvent là-bas. Mais ils se battent pour quoi? Bonne question. Ils se battent pourquoi? Selon lui, il ne devrait pas avoir un immigrant en train de se battre pour de marcher au moment où on faisait la processation là. Ouais. Donc voilà, nous avons souvent cette tendance de définir nos problèmes autour de nous, D'accord, de ne pas comprendre. malheureusement. Et c'est ce qui fait que dans nos pays, surtout la particularité plus accentuée avec nous, les colonies françaises, hein, Oui. c'est ça. Donc, c'est comme nous avons un socialisme qui n'est que circonstanciel. Oui. Un socialisme circonstanciel. Ouais. Alors, Il très n'est pas rapidement, approfondi. merci encore François. Monsieur Panka, votre avis sur la question. Comment expliquer cette indifférence du continent africain, du moins du peuple africain, comme on l'a remarqué, vis-à-vis du mouvement Black Lives Matter? Oui, ici, on peut constater une certaine indifférence. Mais quand on va sur le continent africain, je ne pense pas Oui. qu'il y ait indifférence. Oui. Bon, pour le dire, pour donner l'exemple, l'Union africaine, qui rarement agit sur manifeste, Oui. a pris position par rapport à l'assassinat froid Oui. de George Floyd. Et certains chefs d'État africains qui ne sont pas en exercice Oui. ont pris aussi position par rapport à cet assassinat. Oui. Et ça, il faut le dire, les Africains, comme tous les autres du monde entier, ont suivi l'exécution froide et tranquille, Oui. et calme de George Floyd. Il faut dire que vraiment l'une des conséquences manifestes pour moi, ce qui s'est passé dans le monde entier, mais c'est fait un sentiment de révolte, Oui. un sentiment de rage, de colère, Oui. et même d'humiliation. Et je pense quand même qu'il y a eu un deuil. Je crois que le monde entier a fait un deuil. Exact. A fait un deuil. Et je crois quand même que c'est un impact assez sérieux. Très bien. Bon, ceci montre que le racisme existe. Oui. Ce n'est pas une idée. Oui. Ce n'est pas une abstraction. C'est un fait, c'est une réalité, c'est un système. Oui. Bon, et effectivement, beaucoup de voix se lèvent en Afrique pour dire non. Il est temps, pas seulement les Noirs, Oui. tous les hommes de toutes les couleurs et de bonne volonté Oui. se liguent pour mettre un terme à cette pandémie, Oui. à cette pandémie raciale qui devient, disons, qui prend des aspects viraux. D'accord, d'accord. Monsieur Panka, merci encore pour cette intervention. Ceci m'amène donc à une question assez importante. Alors donc, le mouvement Black Lives Matter, on va dire que les Africains dans la diaspora, on se reconnaît, on reconnaît que ce qui arrive à nos frères noirs américains ou afro-américains nous touche directement en tant qu'Africains résidant ici aux États-Unis également. Alors la question pour moi, elle est aussi pertinente que de savoir, lorsque nous arrivons et nous cherchons une intégration proprement dite, et on réalise que il reste toutefois un mythe. Est-ce que l'intégration américaine pour l'Africain dans la diaspora, au regard du mouvement Black Lives Matter, est effectivement un mythe ou une réalité? Bien, merci pour cette question. Et je voudrais tout simplement dire l'intégration Oui. en sociologie de migration est considérée comme un processus par lequel des individus ou des groupes d'individus d'une société
accèdent aux ressources économiques, sociales, culturelles et politiques d'une autre société. Oui. Bon. Alors, si je regarde très bien tout cela, le but ici de cette intégration est de parvenir à une certaine autonomie économique, oui, et aussi un épanouissement personnel, social, familial et professionnel. oui. Bon, si je regarde ça comme ça et je regarde un peu la situation des immigrants africains qui sont venus ici aux États-Unis, Oui. je peux dire, selon moi, que ce n'est pas un mythe, c'est une réalité d'intégration, de ce point de vue. Oui. Voilà. Monsieur Panka, merci. François, rapidement, votre point de vue sur cela. Mythe ou réalité, intégration dans la société américaine pour les Africains dans la diaspora? Donc, si moi j'entends l'intégration comme la participation des immigrants dans les différentes structures de la sphère américaine, je sais qu'il y a vraiment, c'est un chemin de croix. Oui. OK? Si nous voulons terre à terre dire qu'ils peuvent trouver la subsistance, oui, ils peuvent avoir certains droits, oui, nous les avons. Oui. Mais à un niveau donné, en tant qu'expert comptable, qu'on se le dise, vous et moi, hein, je n'ai pas les mêmes opportunités. Ça, c'est vrai. Ça, ce n'est pas que je n'ai pas les mêmes opportunités que tout le reste. Oui. OK? Et ainsi va. Ce n'est pas seulement ici. Alors, un mythe, une réalité. C'est un mythe. Un mythe. C'est un mythe. Parce que quand vous rentrez, les gens, quand vous voyez, la différence c'est quoi? OK? Venez en Amérique avec votre doctorat. Oui. Que vous l'avez en France, vous avez où? C'est que vous devez quand même le revaloriser. Vous allez le revaloriser. La plupart, nous avons beaucoup de personnes qui ont ici les MBA, les coins, et qui se retrouvent dans des boulots que ceux qui n'ont pas fréquenté ont. Donc, si c'est avoir un boulot qui est une intégration, là, ils sont intégrés. Mais si c'est avoir un boulot qui reflète ton rang que tu devrais occuper et apporter ta connaissance au développement de la chose, là, je peux dire qu'il y a encore un mythe. Ce que je peux dire entre-temps, c'est que la société américaine fait des démonstrations. Oui. Donc, on prend Franck, on le met ici pour s'exonérer. Oui. Donc, on ne pourra plus dire que oui, ils font la ségrégation. Quand je vais parler, regardez, la plupart du temps, les gens définissent leur sainteté vis-à-vis du racisme par le fait qu'ils ont un ami noir. Oui. Donc, si je veux dire que oui, les Africains ou bien les immigrés ne sont pas intégrés, on va me dire que mais Franck travaille ici. Oui. Alors, c'est un mythe. Voilà. Moi, c'est ça. Très bien. Il François, faut merci. qu'on le dise. Merci encore. Donc on va dire, d'après vous, le manque d'opportunités observé dans l'intégration américaine fait effectivement de l'intégration américaine un mythe pour vous. D'accord? Oui. D'accord, très bien. Alors, pour revenir donc au mouvement Black Lives Matter, je vais terminer en vous posant à tous les deux la question. Lorsque nous avons assisté à l'assassinat, on va dire, au meurtre sous écran de M. George Floyd, quel a été votre sentiment sous le moment? Vous êtes-vous senti afro-américain? Vous êtes-vous senti africain? Comment cette expérience vous a touché? Moi, la première fois que j'ai vu cette vidéo circuler, j'étais vraiment frustré. Oui. Comment même je l'ai su? C'est ma fille de 13 ans qui a vu ça, qui est venue me dire que mais, papa, j'ai vu quelque chose là, c'est pas bien. Et j'ai ouvert ça. J'ai un sentiment d'impuissance, Oui. d'injustice grandiose. Oui. Parce que dans ce pays, il y a des gens qu'on a enfermés parce qu'ils ont enfermé leurs chiens à la maison, ils sont partis au boulot. Oui. Vous voyez, vous tuez un chien, vous faites la prison. Un chat, vous le nourrissez, vous faites la prison. Mais sous le soleil, il y a des gens qui passent, le genou sur quelqu'un, il gémit jusqu'à mourir. Personne ne vient. Si vous suivez les télévisions, vous allez sur Internet, vous allez voir même, les gens ont risqué leur vie pour sauver la vie d'une biche que l'eau voulait emporter.
Mais comment pouvons-nous entendre que dans le droit, on dit que assistance à personne en danger, non-assistance à personne en danger? Mais comment une personne était en danger, mais personne ne sait, rien ne s'est fait, et à la suite, ce qu'on apprend, le gars a fini, ils ont amené le corps, et que le gars est rentré, on dit qu'on l'a renvoyé du boulot. Mais bon, c'est ça. D'autre côté, il y a un côté de normalisation de ces événements quand vous venez de l'Afrique. Parce qu'il n'est pas interdit que vous voyez des fois des gens qui sont injustement tués, mais il est sans suite. Vous voyez, donc, il y a une propension à normaliser ces événements. Mais ce n'est pas ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti que oui, si ça s'est passé ici avec lui, ça peut se passer avec moi aussi. Exact. Et qu'ici, au moins, je peux quand même dire quelque chose. Je peux quand même dire quelque chose. Bon, voilà ce qui fait mon sentiment. Merci François. Un sentiment de faiblesse. Votre sentiment? Bon, comme je l'ai dit tantôt, ça a suscité en moi un sentiment de révolte, de tristesse, vraiment un sentiment d'humiliation, de rage et de colère, je dois le dire. Et puis, en plus de cela, quelques déclarations de Donald Trump, qui est le président des États-Unis et qui est le mien aussi, a fait une déclaration, enfin une de ses déclarations, parce qu'il a fait certaines qui étaient bonnes, mais d'autres complètement mauvaises. C'est ça surtout qui m'a choqué. Et je me suis senti refusé, en tant que noir, l'accès à la sécurité et à la protection qu'offre ce système, le système aux États-Unis ici. C'est en cela que je me suis identifié à George Floyd, étant noir. Parce que la façon dont il a été exécuté, il a très bien décrit d'ailleurs, avec un pied sur le cou de quelqu'un qui se plaint, qui ne peut pas respirer, vous continuez calmement. Mais les autres agents, vos collègues, vous assistent sans frémir, sans démontrer une certaine indignation, et jusqu'à la mort. Voyez-vous? Et je me suis senti vraiment en insécurité. Insécurité, révolté. Alors François, Gabriel, merci encore pour votre intervention sur la question du sentiment retenu à la suite de l'assassinat en plein jour de M. George Floyd. Je vais parvenir en disant que nous allons comprendre que le mouvement Black Lives Matter interpelle la communauté africaine dans la diaspora. Alors, nous sommes à Omaha, dans le Nebraska. Que pensez-vous que la diaspora africaine, que les Africains au Nebraska devraient faire pour, du moins, exprimer à nos frères afro-américains que nous partageons exactement leur peine? Est-ce que dans la communauté africaine ici, il existerait des initiatives déjà prises dans ce sens-là pour effectivement montrer que nous sommes des George Floyd aussi? François? Très bien, merci. Et bon, alors, à ce que je sache, nous n'avons pas, il n'y a pas un mouvement auquel j'ai appartenu dans le sens, mais je pense que ce que nous faisons, c'est à la suite de cela. C'est pour nous permettre d'avoir une voix où nous allons discuter. Parce que quand nous parlons de diaspora africaine, le regard sur le mouvement Black Lives Matter, nous voulons quand même donner notre compréhension du phénomène et ainsi inciter, même si nous n'avons rien fait, à poser les bases pour que nous ne soyons pas les spectateurs d'un phénomène qui est contre nous, qui est dirigé vers nous et nous amener à sortir de notre aisance, de nos cachettes respectives pour se dire que non, ce cri d'alarme, nous devons nous sentir interpellés et rejoindre le mouvement, ou tout du moins faire d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau en train de débattre de ces événements, de pourquoi et qu'on sort. Alors, ceux qui vont nous suivre à la télé ou sur le net auront leur propre opinion. Et donc, peut-être que les gens pourront quand même enrichir ce débat que nous sommes en train de faire. Et à partir de ce moment, je pense que nous initions nos actions qui vont peut-être porter vers l'avant dans le futur. Hein. C'est ce que je veux dire. Monsieur Panka, votre intervention, à quoi ressemblerait une intervention, enfin une action de la communauté africaine pour dire nous sommes George Floyd aussi? Et nous devons certainement, en tant que diaspora africaine, nous organiser. Organiser donc notre intervention ou notre coopération donc avec ce mouvement
Black Lives Matter, et d'autres organisations qui sont éprises de justice et de liberté. Oui. Bon. Mais nous devons absolument, à notre niveau, comme je l'ai dit, mettre en place une organisation communautaire africaine, des immigrants africains. Bon, cette organisation devrait être dotée d'un leadership et constitué de tous les représentants des États africains présents ici aux États-Unis. Et cette organisation devrait travailler en rapport avec le mouvement Black Lives Matter et les autres organisations, mais qui sont dans le même domaine. D'accord. Et donc, c'est de cette façon-là que nous pouvons participer. Mais pour le moment, comme il a dit, je ne vois pas une organisation des immigrants africains, mais qui ont ce label et qui peut vraiment intervenir dans ce secteur-là. Donc, nous devons absolument nous affranchir de nos préjugés. Ça, c'est très important aussi, parce qu'il faut reconnaître que les immigrants qui viennent ici, surtout, je parle de la jeunesse, mais qui sont, disons, excusez-moi le terme, ignorants de l'histoire de l'esclavage et de ce qu'ont souffert les Afro-Américains. Ont des préjugés assez tout à fait légers. Et ils pensent que les Noirs, bon, quand on parle du Noir, on parle des hommes violents, on parle des hommes paresseux, on parle des hommes sans éducation, des hommes de ghetto. Et c'est comme ça qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont comme perception de l'Afro-Américain. Ce qui n'est pas exact. Ce qui n'est pas exact. J'ai toujours posé la question, lorsque j'ai à discuter de ce problème avec quelqu'un, je dis, mais toi-même étant africain, celui qui est en face de toi est africain. Mais seulement vous avez évolué dans des sphères différentes. Lui a évolué ici, vous avez évolué en Afrique. Maintenant, toi, tu te dis, non, bon, que ici, il y a beaucoup d'opportunités, il ne veut pas saisir ces opportunités, comme c'est des gens qui ne veulent pas s'éduquer, qui ne veulent pas faire ceci. Bon, donc ces opportunités, ils sont incapables de les saisir. Et vous les saisissez. Mais une seule chose pour un homme, pour un esprit critique, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi c'est ainsi? Il est noir, je suis noir. Mais quel est le problème? Donc c'est en ce moment-là que vous allez commencer à chercher et comprendre. Très bien. Alors, François, merci. Gabriel Panka, merci également pour votre intervention ce soir. Mesdames et messieurs, nous avons été à Horizon d'Afrique. Mon nom est Franck Tucker. Et bon, la question du jour, c'était le mouvement Black Lives Matter, vu de la perspective de la communauté africaine vivant aux États-Unis. Une fois de plus, merci encore et à la prochaine. Horizon d'Afrique, en direct du studio Thomas Sankara, où les questions africaines sont abordées sans langue de bois.